Ah oui, quoi, je rigole. Par contre, Bon, je lis que Lito. ouais, Ah, on est en direct. ouais, bonjour à tous. Donc, je vois qu'on est à peu près 25 sur le webinar. Alors, on va peut-être attendre encore un petit peu, quelques minutes que les autres participants nous rejoignent. Et peut-être pour commencer, je vais faire une petite introduction. Donc, je me présente. Moi, je m'appelle Arthur Rebouch, CEO et cofondateur de Lito. Et aujourd'hui, on va utiliser Livestorm pour faire ce webinaire, donc qui est l'outil sur lequel on est là maintenant. Et alors, donc, avant de rentrer dans le sujet du webinaire, je vais peut-être prendre une petite minute pour expliquer comment marche Livestorm. Donc, vous avez sur la gauche la présentation, donc le support visuel du webinaire. En dessous, vous avez les différents participants. Et sur la droite, donc il y a une section dans laquelle on peut retrouver un chat, des questions et des sondages. Donc le chat, c'est là où vous allez pouvoir échanger des messages et discuter, on va dire, pendant la présentation. La partie questions, c'est ce qui va vous permettre de poser des questions auxquelles on va essayer de répondre pendant le webinaire à l'oral et auxquelles on pourra répondre également par écrit pendant le webinaire ou de toute façon à la fin. L'objectif, ce sera de faire un peu un récapitulatif des différentes questions qui auront été posées et de vous envoyer les réponses par écrit. Et il y a une troisième section sondage dans laquelle il y a des sondages qui ont été pré-remplis, enfin pré-renseignés, et auxquels vous pouvez participer, donc répondre assez facilement en cliquant sur les différentes réponses. Donc ce qui permettra d'avoir un peu quelques sondages sur les différents participants et qu'on vous partagera également sous forme d'infographie à la fin du webinaire. Donc voilà, donc je pense qu'on est bon pour commencer. Merci à tous de nous avoir rejoints. Pendant ce webinaire, on va parler de comment gérer son CSE en temps de confinement. Donc, on va aborder la façon on va dire, de piloter son CSE, les sujets principaux sur lesquels le CSE doit se positionner dans cette phase. Et on va également aborder le plan de déconfinement. Donc, aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'incertitudes là-dessus, mais c'est quelque chose qui doit se préparer, on va dire, à l'avance. Et donc, l'idée, ce sera de commencer à en discuter dès ce webinaire. Et donc aujourd'hui, ce webinaire, on est très heureux car on est accompagné de Julie Ramillon, donc directrice de 3E Conseil, et Laurent Boissy, directeur de 3SA Conseil, qui vont donc animer ce webinaire et qui vont se présenter juste après. Et donc pour faire juste avant de rentrer dedans, donc moi Arthur Reboul, comme je vous disais, je suis CEO et cofondateur de Lito. Nous Lito, on est une start-up qui s'est donnée pour mission d'accompagner les CSE dans leur mission d'œuvrer au bien-être et à la cohésion des salariés. Et on fait ça avec, d'une part, un outil de gestion intuitif qui permet de gérer vos avantages, vos bases de salariés, vos budgets, la communication avec les salariés. Donc, un outil relativement complet, mais également du contenu sous forme de webinaires, sous forme d'articles, sous forme de communauté d'élus. Et voilà. Et donc, sans plus attendre, je passe maintenant le relais à Julie et Laurent pour rentrer dans le vif du sujet. Ok. Merci Arthur. Donc je commence Julie. Donc moi je suis effectivement directrice de 3E Conseil. Donc c'est la partie santé et sécurité au travail du cabinet qui s'occupe des CSE sur les parties d'expertise et de formation. Donc on est présent sur les expertises conditions de travail, les expertises économiques, financières, les expertises sociales, formation économique et formation santé et sécurité au travail des membres du CSE. Donc ce cabinet a une 12aine d'années, donc j'ai participé à sa fondation également. Voilà, donc j'anime l'équipe santé au travail et je suis également associée sur la partie économique. Laurent qui a travaillé avec nous il y a quelques années et partage aussi agréablement nos locaux, va se présenter. Donc on a l'habitude de travailler ensemble et on a trouvé que c'était sympa de construire cette présentation ensemble. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Laurent Boissy, je suis dirigeant du cabinet 3SA Conseil. On est trois associés qui avons créé ce cabinet il y a 3 ans. Effectivement, on a travaillé avec Julie il y a une dizaine d'années. Je travaillais avec 3E et puis après j'ai décidé d'ouvrir ma propre activité, mais toujours dans le conseil en santé au travail, sécurité au travail, gestion des risques, gestion de crise. Voilà, donc on intervient sur tous ces domaines. On est extrêmement sollicité aujourd'hui sur les questions du Covid, évidemment, hein, comme tout le monde, et on voit à quel point c'est des questions qui sont extrêmement sensibles aussi pour les représentants du personnel, parce que c'est je dirais comme on peut le voir à la télé, hein, ça évolue très très vite. Hein. On a des annonces, fallait pas porter de masque, bah maintenant faut en porter. On déconfine, puis finalement on déconfine pas, mais on déconfine quand même. Enfin voilà, donc tout va très très vite et nos clients nous demandent de les aider à comprendre un petit peu où on va et comment. Voilà.
Alors on a préparé une petite présentation, donc qu'on va parcourir ensemble. Bon, l'idée c'est que ça soit assez vivant, hein, c'est pas quelque chose de trop scolaire. Donc peut-être que toutes les slides ne seront pas abordées, mais vous les aurez à l'issue de la présentation et de l'animation. On a identifié en fait 3 phases qui un petit peu dans l'imaginaire collectif ponctue un petit peu cette crise sanitaire avant tout, on va en parler. Alors c'est une perception qui tient peut-être de notre propre vécu, mais qui tient aussi des échanges que l'on a avec les représentants du personnel, les élus. Donc 3 phases. On a le sentiment qu'il y a eu effectivement une phase d'urgence qu'on va un petit peu détailler, où il s'agit surtout de faire face aux premières mesures d'urgence liées au confinement et à ce confinement qui probablement n'avait pas été imaginé par tout à chacun. Une phase qui a été une petite phase de stabilité, si on peut dire, mais qu'on associe, nous, à un terme un peu jargonneux qui est le plan de continuité d'activité. Il se matérialise pas toujours dans ces termes-là, mais quelque part, c'est une phase où on gère les risques, on va le voir. Mais on voit bien qu'il y a tout de suite, on commence à amorcer une 3e phase, celle où on commence à parler de déconfinement. Je pense que de toute façon, elle a été déjà dans l'esprit de tous dès lors qu'on a annoncé la date du 11 mai comme une date au moins limite de fin de confinement, voire avec l'hypothèse que ça puisse continuer, mais en tout cas, il y avait un jalon qui se présentait. Donc, cette phase, ce déconfinement en tant que tel, constitue au moins un plan de déconfinement, voire même un plan de reprise d'activité pour toutes les entreprises qui ont dû, quelque part, restreindre leur activité, ont été vraiment empêchées de travailler ou de travailler dans un mode hyper réduit, dans tous les cas. C'est peut-être plus un plan de déconfinement pour tous ceux qui sont restés en activité, qui ont dû continuer à travailler justement pour tout ce qui est nécessité, transport, distribution et autres, alimentaire, les hôpitaux bien évidemment. Donc on sait que le déconfinement, même pour ceux qui continuent à travailler, constituera une étape supplémentaire dans la gestion des risques professionnels parce qu'on a effectivement des choses qui vont bouger de manière parfois extrêmement importante. Voilà, donc c'est sous cette forme qu'on a construit cette présentation avec ces 3 phases et on essaye au travers de ces 3 phases à la fois de réfléchir à ce qui s'est passé au niveau des CSE, même si tout le monde a pu le vivre un peu différemment, mais il y a quand même des choses assez communes, et puis de ponctuer ça aussi par le contenu, l'activité du CSE ou son organisation. Voilà, donc je vais laisser Laurent enchaîner. Oui, j'en profite en même temps, je réponds à des questions qui est sur le chat et on voit bien vos questions dans la partie questions, donc on va aborder les réponses très rapidement. Le PCA, c'est le plan de continuité d'activité en fait, c'est la manière dont on était tous en train de voir que la crise montait. On avait tous les jours des cartes un peu plus anxiogènes où on voyait que en Chine, il y avait 10 cas, 100 cas, 200 cas, 300 cas, l'Italie, etc. Et puis un lundi soir, on s'est assis devant notre télé et puis notre président qui nous a dit demain matin, vous restez chez vous. Le plan de continuité d'activité, c'est on reste chez nous, mais enfin il faut quand même qu'on travaille. Il y a quand même nos collègues qui continuent de conduire des camions, de soigner les patients. Donc le plan de continuité d'activité, c'est ça en fait. C'est comment on continue de travailler en période dégradée. Et le plan de reprise d'activité, le PRA, lui, ça va être la phase qu'on va connaître là très rapidement. C'est comment on reprend cette activité. On verra tout à l'heure que c'est loin d'être acquis. Suffit pas de rallumer le bouton. Hein. C'est pas une télé, une entreprise. Hein. C'est pas parce qu'on l'a éteint il y a 6 semaines que le 11 mai, on va appuyer sur le bouton, l'image va s'allumer. J'en sais quelque chose puisque mon voisin m'avait coupé mon fil d'internet, donc j'ai pas eu de télé pendant 3 semaines, j'ai pas eu d'internet. Donc voilà pour répondre très rapidement sur le chat et sur les questions, on va y revenir tout à l'heure. Donc, CSE, victime de la crise, vous avez tous été touchés, en tout cas tous les CSE, comme les salariés, comme l'ensemble des acteurs de l'économie, et je dirais même au-delà, toute personne a été touchée par cette crise, par son ampleur. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé effectivement très rapidement dans des situations qu'on avait relativement peu, voire jamais connues. Je discutais avec un proche il n'y a pas longtemps, on se rendait compte que c'était la première fois de notre vie qu'on s'était pas vu depuis 6 semaines. Voilà, on s'était toujours vu au moins le plus long, peut-être 3 ou 4 semaines. Comment on fait quand on est CSE?
membres du CSE pour discuter avec des salariés, avec des directions, pour prendre des mesures sur la santé, la sécurité, l'économique, parce que c'est une crise qui est je dirais, majeure pour les CSE. On est face à une crise où on est 100% dans vos compétences. On a une crise qui est sanitaire, qui touche la santé au travail, qui touche les risques psychosociaux, mais aussi une crise sociale. Et probablement de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a les mesures d'activité partielle, de chômage partiel, il y a les mesures de télétravail, il y a des gens qui continuent leur activité en présentiel dans l'entreprise, donc beaucoup d'impacts sociaux, et puis on a le télescopage de façon assez brutale du professionnel dans le personnel, du personnel dans le professionnel. On a essayé de faire en sorte avec Julie que il n'y ait pas nos enfants qui passent ici, nos épouses qui viennent, mon épouse, le mari de Julie, les chiens, etc. Donc, on a essayé de s'organiser, mais c'est possible. Et puis, économique, je pense que vous avez vu qu'on se préparait à une crise économique majeure. Alors, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de matérialiser ça avec nos petits outils d'analyse en matière de risque psychosocial. On utilisera peut-être le terme RPS. Vous inquiétez pas, c'est tout simplement tout ce qui concerne en fait le stress. Dans le cas extrême, tout ce qui est harcèlement, etc. Et puis après tout un tas d'autres tableaux, effectivement qu'on identifie bien, burn-out ou autres aspects qui peuvent en découler en termes de santé au travail. Mais l'important surtout, c'est d'identifier quels sont les facteurs de risque de ces situations de travail. Nous, c'est ce qu'on fait en intervention, mais on s'est dit que ça pouvait être intéressant pour l'occasion d'essayer de le matérialiser à la fois donc au niveau de ce que pouvait vivre un CSE dans cette période, ou ce qu'il avait pu vivre, sachant que le CSE, c'est pas quelque chose d'homogène, mais en tout cas, chaque membre du CSE a pu être à un moment donné dans certaines de ces problématiques, et puis c'est aussi les problématiques qu'on a tous pu vivre à titre plus ou moins personnel dans notre perception de cette crise. Donc on a mis quelques exemples. Laurent, je vais te redonner la main, mais effectivement, des exigences du travail, des moyens dans le travail, du soutien social. Donc tout ça, ce sont des facteurs de risque, et ces facteurs de risque, quand ils sont présents, quelles que soient les ressources qu'on a, au bout d'un moment, on a un risque d'atteinte à la santé, ou on a un risque effectivement de mal-être au moins pendant ces périodes-là. Et puis il faut qu'on trouve à en sortir, alors soit par des modifications de l'organisation, c'est ce qu'on va voir aussi, soit par une gestion un petit peu relationnelle de ces événements. Voilà. Bon, je te redonne la main. Ok, oui, en fait, en préparant cette intervention avec Julie, on se faisait la remarque qu'on avait connu un peu quelque chose qui ressemblait il y a quelques années avec l'arrivée des risques psychosociaux, de la gestion du stress, etc. En fait, quand la crise a démarré, quand le confinement a démarré, la première chose qu'on a vu arriver de partout, c'est faites de la méditation, comment vivre bien son confinement. On avait beaucoup de questions sur le vécu individuel, et c'était logique puisqu'on venait de passer dans une espèce d'état d'urgence. Tout le monde était un peu angoissé, se retrouvait cloîtré chez soi, tout seul, avec sa famille ou pas avec sa famille. Parfois, sa famille, c'est pas non plus simple à gérer. Alors, ça peut être très très bien, mais ça peut être aussi le lieu de toutes les difficultés. Et donc, beaucoup de conseils sur la gestion individuelle. Nous, d'un point de vue préventif, en tant que préventeur en entreprise, ce qui nous intéresse, c'est de dépasser ce stade-là, qui est important, on le conteste pas, mais très rapidement se reposent les questions des conditions du travail, comment le travail se réalise. Et donc, c'est, je dirais, sur ce modèle-là qu'on intervient régulièrement en entreprise. Les exigences du travail, c'est que tout de suite, on s'est retrouvé pour certains en télétravail. Télétravail sur le papier, ça peut avoir l'air sympa. On est à la maison, on se lève quand on veut, on travaille quand on veut, on peut s'occuper d'autres choses. Oui, en fait, ça vient très vite, très compliqué à gérer. Ça peut être beaucoup de travail. On ne sait pas quand couper. Finalement, on est dispo tout le temps. Moi, je vois les sollicitations qu'on a de nos clients. C'est des gens qui sont en débordement complet, en fait. On peut avoir des services comme des services administratifs qui gèrent les payes, qui gèrent la comptabilité, qui gèrent ce genre de choses, qui savent plus quand poser le crayon parce qu'il faut commander des masques, parce qu'il faut commander du gel hydroalcoolique, parce que il faut préparer les payes, parce que les payes, il faut les préparer en tenant compte de l'activité partielle avec des nouvelles règles, parce qu'il faut demander des prêts, parce qu'il faut continuer de monter dans son camion, donc d'avoir ses plannings. Donc, voilà, on peut être extrêmement sollicité.
le chômage partiel avec des gens qui peuvent se retrouver en activité moins importante et en même temps faire en 3 jours ce qu'ils font habituellement en 5, parce qu'il suffit pas de décréter que on enlève 2 jours au planning pour ce qui est très compréhensible. Moi, je suis chef d'entreprise et je comprends l'utilité. Je l'utilise avec mes salariés. On a besoin de faire des économies et en même temps, mes salariés me disent oui, mais tu me demandes de faire des choses et tu me donnes que 2 jours dans la semaine. Donc, il y a forcément des impacts. Bien, moi j'ai pas mal de gens d'entreprises qui m'appellent en me disant on a mis tout le monde au télétravail et finalement personne n'avait le matériel pour, donc on se retrouve à travailler avec des ordinateurs qui sont pas toujours adaptés, il n'y a pas toujours de caméra, il n'y a pas les collègues pour répondre aux questions, donc les moyens de faire le travail et puis le soutien social. Je dirais là on est sur quelque chose qui est un petit peu plus comment dire, il y a les deux, on voit beaucoup de mouvements solidaires de soutien. C'est comme souvent dans une crise, on voit beaucoup de soutien, beaucoup de compréhension aussi. On comprend que on puisse ne pas être disponible avant 9h parce que avant on lève les enfants, on prépare les devoirs, qu'on est obligé de s'absenter à telle heure, que à un moment donné il va y avoir le facteur qui va sonner. Donc il y a beaucoup de compréhension, beaucoup de soutien, et en même temps on a perdu ses collègues. On se retrouve parfois dans des situations d'isolement profond. Moi, j'ai dans mon équipe une personne qui vit seule et donc qui, depuis le début du confinement, est toute seule. Et donc, c'est important aussi de maintenir du lien en s'appelant régulièrement, en faisant des points peut-être plus réguliers que ce qu'on faisait habituellement, de se soucier de l'autre. Propos, Laurent Julie, on a une question qui a été posée par Olivier, qui est l'isolement pour les personnes qui se retrouvent en télétravail du jour au lendemain, sans être volontaires. Est-ce que vous avez des conseils ou des actions concrètes pour aider dans ces cas-là? Oui, tu veux que je réponde? On va un petit peu évoquer effectivement la question du rôle du CSE, plus effectivement dans ce contexte-là. Là, je ne sais pas si c'est comment un salarié lui-même effectivement peut faire face à cette situation, ou c'est comment le CSE aussi va aller aider en fait ces salariés, les détecter, les identifier. Donc il y a une réponse à 2 aspects. À titre personnel, c'est jamais simple, il faut aller puiser dans ses ressources et puis il faut garder des contacts et puis peut-être essayer d'avoir une réflexion sur sa propre situation. C'est pas l'idéal, c'est pas facile, mais effectivement les outils qu'on utilise nous pour les facteurs de risque, je vais les attacher à une chaise. Oui, c'est ça. Tu me perturbes, Laurent. Tu me perturbes. Donc, j'essaie de dire des choses sérieuses, mais effectivement, il faut aussi être moins sérieux des fois. On a effectivement cette problématique d'essayer de réfléchir à ce qu'on vit. C'est vachement important pour un peu moins le subir. Et après, les élus du CSE, eux, ont un rôle là-dessus. On l'avait prévu de le dire tout à l'heure, mais on peut le dire tout de suite. C'est celui d'identifier ses salariés pour garder le contact. Donc, les collègues aussi, bien sûr, parce que il n'y a pas que le CSE qui est responsable de tout pour s'assurer que le collectif continue à fonctionner. On a des collègues et puis c'est la vie de l'équipe qui doit continuer. Le management aussi doit avoir un rôle dans ces situations, qui est de continuer effectivement à faire vivre l'équipe. Il y a d'autres situations dont on va parler aussi. C'est les situations où on peut se retrouver finalement privé d'emploi à cause des conséquences de ce Covid, du chômage partiel qui découle peut-être de l'arrêt d'un dossier, d'un client, d'un projet. Voilà. Peut-être pour compléter rapidement, c'est une question effectivement. L'isolement est vraiment notre santé psychique, elle est intimement liée au fait d'avoir des relations avec des gens. Donc l'isolement est un facteur prédicteur négatif très important de la dégradation de la santé mentale et physique des gens. Donc il faut absolument garder du lien avec les gens. Mais en même temps, j'ai envie de dire, vous avez une imagination débordante pour ça. Je veux dire, on a vu l'arrivée massive des réseaux sociaux, enfin l'utilisation des réseaux sociaux de façon très intelligente, des applications de partage. WhatsApp, Teams, Slack, enfin, je veux dire, j'en ai plus que j'en connais. Par contre, c'est vrai que, et je le lis un peu dans le chat, mais en fait, il faut garder le contact. Il faut, si vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un depuis 2-3 jours, appelez-le, faites-lui un SMS,
mais gardez le contact. Effectivement, vous allez sentir si la personne est en attente d'échange, et parfois pas. Il y a des gens aussi qui de temps en temps aiment bien se mettre un peu dans leur bulle. Alors, si on revient un petit peu aux facteurs de risque qu'on a passé en revue, moi, je vais essayer de les évoquer peut-être avec mon prisme, que c'est celui de l'assistance des élus et ce qu'ils ont pu vivre dans cette situation. Nous aussi, même d'ailleurs en tant qu'intervenants, au début, on a fait quelques expertises avec des entretiens à distance. Et c'est vrai que cette situation, on a tout de suite senti que c'était une situation de détresse, de par la crise, l'importance, le côté sanitaire, la peur, enfin voilà, tout ce qui s'est mis en place. Et donc, il a fallu trouver des moyens de gérer ce que ça nous faisait en entretien, d'avoir ces gens en détresse au téléphone. Et le CSE, il est dans la même situation. Forcément, pour ça, il faut aussi qu'il prépare sa boîte à outils. On l'avait prévu dans la presse, mais on va le dire tout de suite. Sa boîte à outils qui est de savoir vers qui orienter les salariés, d'avoir tout de suite effectivement une identification de ce qui cause souci et comment garder le lien. Voilà. Donc on revient toujours sur le lien, mais on a bien des élus qui peuvent se retrouver à gérer des situations nouvelles et encore plus anxiogènes parce qu'il y a cet effet de distance qui se majore, et en plus on est un petit peu embêté parce que est-ce qu'on a le droit ou pas de rentrer, d'être intrusif, on a toujours peur de passer. On ne connaît pas toujours les personnes en plus, les salariés, mais là on se dit il faut qu'on aille à la rencontre et comment on s'y prend. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle façon de travailler. Les conflits de valeurs, on en a forcément qui sont majeurs dans ces périodes en tant qu'élus, parce qu'on voit bien tout de suite qu'on va être pris en étau entre l'économique et la santé. Donc, on a eu déjà des sujets sur lesquels il a fallu se positionner, les congés, etc. Ça fait pas plaisir de se dire que les congés, il va falloir peut-être les prendre chez soi. Toutes les RTT, on les anticipe. Enfin, donc tous ces sujets-là ont mis forcément les élus en réflexion sur comment on arbitre et comment on se positionne entre l'économique et la santé. Le deuxième point, effectivement, qui arrive aussi derrière, c'est santé versus liberté, avec la question qui se pose et qui, pour le moment, n'est pas concrète, mais de savoir est-ce qu'on va pouvoir identifier les personnes qui sont malades et qui ont le Covid. Donc ça, c'est des sujets forts et qui sont à source de conflit de valeurs. Et puis, l'insécurité de la situation de travail, ça, c'est clair, c'est majeur. Elle est à court terme, mais elle à moyen terme, et elle devient prégnante pour forcément beaucoup de monde, même pour des entreprises qui, jusqu'à présent, n'étaient pas en difficulté. On peut imaginer qu'on va avoir pas mal d'entreprises en difficulté, même si des fois, c'est pas le cas, mais en tout cas, on a tous peur aujourd'hui que les entreprises soient en difficulté, et des filières d'activité qui sont particulièrement touchées. Donc, on voit bien qu'on est sur une situation de facteurs de risque psychosociaux qui est majeur. Donc, nous, ce qu'on regarde, c'est un petit peu avec notre lorgnière CSE, comment, pour bien jouer votre rôle d'élu du personnel et donc notamment d'être toujours représentant du personnel et de remonter les difficultés que les salariés rencontrent. Comment vous faites pour déjà baisser la pression à votre niveau pour que vous soyez mieux et puissiez justement être utile aux salariés, jouer leur rôle, et puis après on verra passer dans une phase un peu plus proactive. On entend. On a répété, et en même temps j'ai des appels, ça, donc excusez-moi, je vais couper mon téléphone. C'est une erreur de débutant. Du coup, Vincent nous dit rendez-vous machine à café à la même heure. Oui, très bonne idée. Tous ces instants de convivialité qu'on peut ritualiser sont des bonnes idées. Donc, je reviens donc sur ce que tu étais en train de dire. Bon, sur cette partie-là, je pense qu'on va pouvoir, sur ce slide-là, on va passer rapidement puisque je crois qu'on a déjà presque tout dit. Vous êtes au cœur des questions de cette crise économique, sociale et santé au travail. D'ailleurs, pour reboucler rapidement aussi sur ce que disait Julie juste avant,
C'est aussi votre isolement à vous qui est important. Enfin, si vous êtes membre CSE, qui nous écoutez, travaillez ensemble, encore plus, utilisez tous les moyens de travail collaboratif pour aussi ne pas être isolé. Quand vous prenez en charge des situations difficiles, c'est vous aussi qui êtes déstabilisé. Nous, on le voit, hein, quand vous êtes confronté à des organisations difficiles, à des salariés ou des équipes en difficulté, et que vous nous appelez, vous-même, vous êtes en situation de stress, vous êtes vous-même en situation de souffrance, et donc nous, ce qu'on recommande toujours, hein, c'est de se replier sur son collectif. Et donc il faut qu'à ce moment-là que l'équipe CSE soit forte, soudée, même si parfois vous pouvez avoir des distensions, c'est le moment de les mettre un peu de côté en attendant que la situation se calme. Parce que plus vous serez ressources les uns pour les autres, mieux ça ira. Bon, après sur le reste des éléments qu'il y avait là-dessus, c'est qu'est-ce qui a fait que cette situation était déstabilisante. Donc je reviens pas dessus. Peut-être un élément aussi que je vois qui est important, c'est par contre vous avez un avantage, en tout cas si vous faites partie des salariés actifs, c'est que le pouvoir d'agir réduit la situation d'anxiété. Et c'est peut-être pour ceux qui sont en chômage partiel du jour au lendemain que c'est parfois plus difficile. Quand on me confie une tâche et que j'ai un sentiment d'utilité, le destin de ce que je vis est forcément différent de quand je suis dans l'attente que ça reprenne, dans l'attente qu'on me demande quelque chose. C'est aussi assez... Moi, j'ai eu une discussion cette semaine avec une entreprise où ils me disaient mais comment vont vivre les gens qu'on n'aura pas fait travailler plusieurs semaines sur le plan de l'utilité de leur travail. Finalement, leur travail peut s'arrêter 6 semaines, 8 semaines sans que ça pose question. Bah alors finalement, il sert à quoi leur travail ? Et la question qui me posait, c'est est-ce que ça va pas créer des crises de vocation ? Est-ce que d'ici quelques mois, quelques années, on va avoir des gens qui vont dire mais attendez, pendant la crise du Covid, vous avez pu vous passer de moi pendant 2 mois, donc en gros, j'ai un travail qui sert à rien. On entend beaucoup parler dans les médias de bullshit job. Alors si je dois le traduire en français, ça doit donner des travails boulettes de merde, donc travail qui sert à rien. Et il y a effectivement un job à la con. Merci Vincent. Et on peut avoir effectivement ces crises de vocation. Julie. Excuse-moi, je réponds en même temps et voilà, du coup. Ah, ne réponds pas aux gens, s'il te plaît. Pour leur expliquer des trucs, quoi, mince. Ah ouais, je vais le faire. Alors, écoute, c'était sur la question, effectivement, d'avoir fait une demande de réunion extraordinaire pour pouvoir parler de la santé au travail. On a la question de savoir s'il y a un refus de l'employeur. Est-ce qu'effectivement, il est dans son bon droit ? Non, pas du tout. Si vous avez bien 2 membres du CSE qui font une demande de réunion extraordinaire pour aborder un sujet de santé au travail, dès lors que cette demande est motivée, on ne peut pas vous la refuser. Et comme toute situation de blocage, j'aurais tendance à dire quand on met l'inspection du travail, ne serait-ce qu'en copie d'un mail, en général, ça se débloque. Alors, donc les enjeux du CSE, donc réduire les RPS au sein du CSE pour mieux jouer son rôle dans la santé des salariés, ça on l'a déjà dit. Alors, on a effectivement du coup un CSE qui peut vite, très vite, s'il identifie bien son rôle et s'il a réussi à s'organiser, il peut très vite se retrouver très actif dans la gestion de crise. Au niveau de l'employeur, d'ores et déjà, l'employeur va vite revenir vers lui pour l'impliquer sur les questions d'organisation du temps de travail, du chômage partiel. Donc on va effectivement être dans tous les cas convoqué par l'employeur pour que celui-ci ait en tout cas un blanc-seing, en tout cas un passeport pour continuer et à mettre en œuvre ces mesures. Certains sont aussi pris dans des négociations en tant que membres des organisations syndicales. Donc il y a toute cette activité qui a été très importante lorsque toutes les mesures de possibilité de restriction, enfin de modification du temps de travail ont été présentées. Maintenant, il ne faut pas oublier quand même que toutes les décisions de l'employeur, la règle c'est que l'on soit dans une consultation du CSE pour toutes les décisions qui ont un impact sur l'organisation du travail, sur l'économique ou sur le social. C'est-à-dire que si au début, il y a des choses qui ont pu être mises en place par rapport à l'état d'urgence, parce que effectivement, le télétravail, par exemple, a été imposé entre guillemets par le gouvernement, en tout cas fortement induit par le gouvernement.
À ce moment-là, l'employeur n'était pas obligé de consulter, alors qu'il devait le faire avant quand il mettait en place le télétravail en dehors de cette situation d'urgence. Bon, maintenant, une fois tous ces aspects d'urgence passés, attention, il faut vite reprendre cette nécessité de consultation lorsqu'il y a des changements. On va rentrer en détail avec le PRA, mais avec les changements qui sont opérés, donc il faut vite reprendre cette consultation. Julie ? Oui. Julie ? Il y a Marilyn qui justement pose une question qui est assez proche de ce que tu es en train de développer. Le secrétaire et le président de notre CSE refusaient la programmation d'une réunion extraordinaire demandée par 2 élus sur la crise sanitaire, état des lieux pendant le confinement concernant la distribution du travail et des charges de travail des salariés qui sont tous en télétravail mis à disposition de données financières impliquant l'activité partielle, nombre de personnes en activité. Quel est le recours des élus concernés face à ce refus ? Alors, on est bien. Alors, il y a 2 choses sur le fond. On confirme que, effectivement, Marie, vous êtes dans votre bon droit en tant qu'élu de demander cette réunion et vous êtes dans votre rôle. Vous avez utilisé le bon formalisme, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, avec bien 2 membres qui font cette demande de réunion extraordinaire. Dès lors qu'on est sur un sujet de santé au travail, c'est ça la loi, c'est l'ancien fonctionnement CHSCT, pour ceux qui connaissaient. Donc, c'est toujours pareil quand on a un blocage. On refait la même démarche en mettant l'inspection du travail dans la boucle. Au besoin, on donne un petit coup de fil à l'inspection du travail pour qu'elle appuie la demande. Mais on doit effectivement être très très vigilant sur toutes ces transformations de l'organisation du travail et demander ces réunions. Elles sont normales. Et je pense que l'employeur commet une grosse erreur en coupant le dialogue social dans ces circonstances parce que on sait que les risques vont perdurer et il aura toujours besoin de se justifier, de savoir ce qu'il a mis en place par rapport à cette gestion des risques. Donc, c'est pas une bonne chose de passer la réunion. Du coup, je vais me faire l'avocat du diable. Je fais ma demande avec mes 2 membres, etc. J'appelle l'inspection du travail. Comment l'employeur, il n'en tient pas compte. Alors, juste pour votre info, les inspecteurs du travail, ils sont au taquet sur la question. Si vous suivez un petit peu l'actualité, il y a même des tensions entre les inspecteurs et leur hiérarchie, puisque d'un côté, leur hiérarchie aimerait, en tout cas, je pense qu'ils ont des consignes gouvernementales pour pas trop bloquer leur démarrage économique, et de l'autre côté, des inspecteurs du travail qui, sur le terrain, voient que les mesures de prévention sont pas forcément appliquées. On citera pas d'entreprise, mais vous les avez toutes vues à la télé, probablement, ou à la radio, ou sur les réseaux sociaux. Donc, je me fais un peu l'avocat du diable, et je rebondis à une autre question qui a été posée un petit peu plus tôt. Il y a quelqu'un qui parlait de danger grave et imminent. Finalement, si l'employeur veut rien faire, est-ce que j'ai d'autres moyens que juste lui notifier des courriers, d'appeler l'inspecteur, etc. Oui, cette option de danger grave et imminent, alors évidemment, il ne faut pas l'activer sans qu'elle soit contextualisée, concrète et qu'elle corresponde à une réalité sur le terrain. Mais si c'est vraiment ce qui se passe, si c'est nécessaire, ça peut être une disposition qu'il faut. Déjà, il faut la connaître. Dans tous les cas, il faut bien la connaître parce que un jour ou l'autre, vous aurez en tant qu'élu probablement à l'utiliser. Mais ça peut être là, en dernière limite, ça peut être le recours qu'il faut activer. Voilà. Donc après, je vais pas vous la détailler, mais si besoin, nous contacter, on la détaille. Est-ce qu'il y a un formalisme particulier à respecter pour ces réunions dans ce cas-là? Est-ce qu'elles peuvent se faire par visioconférence? Est-ce qu'il y a des choses particulières mises en place? Donc il y a eu, alors normalement, avant effectivement cette situation d'urgence, on devait avoir des accords d'entreprise pour permettre ces tenues de réunions à distance. Là, ça s'est assoupli par la nécessité. Donc là-dessus, on a un certain nombre de textes qui sont tombés et qui facilitent les choses, autant en audioconférence qu'en visioconférence, etc. Voilà. Donc bon, après, je vous invite justement à vous rapprocher de votre président de CSE pour les aspects matériels, parce que ça, c'est vraiment en fonction de l'entreprise qu'on trouve son organisation et ce qui est le plus adapté. Et puis, on peut imaginer qu'il peut y avoir les deux, parfois du présentiel, du distanciel. Toutes les entreprises ne sont pas passées en distanciel complètement. Il y a aussi des activités qui continuent. Il y a encore des salariés qui sont aussi sur le terrain et des bureaux qui sont ouverts. Donc, il peut y avoir un mix des deux. Voilà. Donc, tout ça, c'est de l'opérationnel. Mais effectivement, ça s'est détendu. Alors, c'est temporaire. C'est-à-dire qu'en sortie de la crise et sans accord, on peut pas laisser ces choses entériner parce que on voit très bien que ça présente des biais. C'est pas terrible, ça dysfonctionne. Si on n'est pas habitué, dans tous les cas, ça se passe pas super bien. C'est hyper frustrant, donc et c'est très déstabilisant. Donc c'est pas l'idéal du tout. Donc je vous engage à pas
à pas donner un blanc-seing pour la suite. C'est vraiment du temporaire si c'est pas votre fonctionnement habituel. Et est-ce que vous avez des bonnes pratiques en termes de nombre de consultations qu'il faut faire pendant cette période? Est-ce qu'il faut avoir des consultations beaucoup plus rapprochées, des échanges avec les directions, ou est-ce que c'est vraiment au cas par cas en fonction de l'entreprise? Alors, il y a le minimum que vous avez un petit peu identifié déjà avec notre présentation. Bon, l'urgence, il n'y a pas eu forcément de consultation, mais on a eu effectivement plus, au moins une information qui tient à ce qui a été mis en place pour le plan de continuité. Il y avait des entreprises qui avaient déjà formalisé ce plan de continuité qui n'était pas forcément connu des élus, mais quand on va pouvoir fouiller dans le document unique, on retrouve parfois trace de ces plans de continuité d'activité. Bon, ce qui peut être pas mal déjà, c'est de demander à ce que vous soyez informé de ce plan de continuité et puis voir s'il a nécessité à bouger. Si finalement ce qui avait été écrit, c'est vraiment ce qu'on fait. Donc il y a déjà au moins un premier niveau. OTT, c'est organisation du temps de travail. Donc ça, c'était pour répondre à tout ce qui était congé, RTT, horaire également, parce qu'on n'a pas parlé. Mais les horaires de travail, ça va être un sujet fort dans les semaines à venir. Alors, juste pour votre information sur les plans de continuité d'activité, moi, pour en avoir travaillé certains il y a quelques années, ils ont tous volé en éclats. Hein. Je veux dire, on avait préparé des plans en pensant notamment au SRAS il y a quelques années ou H1N1. Tout ce qu'on avait imaginé, on imaginait que des confinements étaient possibles, mais on n'y croyait pas vraiment. Pour avoir travaillé ça avec des grandes entreprises du tourisme et du loisir, un confinement de cette durée-là, il a fallu tout reprendre de zéro parce qu'on n'imaginait pas à quel point ce serait impactant. Peut-être juste sur le slide d'avant, Julie. Ouais. Il y a beaucoup de mesures qui sont assez logiques. Il y en a quand même une sur laquelle on vous interpelle, que vous soyez membre du CSE ou d'une autre fonction qui a un rôle à jouer. Spécialisez-vous, répartissez-vous le travail. Il y a trop de choses à faire sur cette question. Entre les questions techniques, comment on fait les gestes barrières. J'ai vu tout à l'heure une question qui portait sur mais comment on applique les gestes barrières dans cette situation alors que le travail fait qu'on ne peut pas les appliquer. Justement, il faut parmi vous, il y en a certains qui prennent beaucoup plus de temps pour comprendre ces problématiques-là, qui se renseignent sur les différents sites de prévention, qui sont le site de l'OPP-BTP, de l'INRS, du ministère du Travail. Ils éditent des fiches. Je pense notamment à l'OPP-BTP a fait des choses assez intéressantes, puisque le bâtiment travaux publics, c'est pour tout ce qui est bâtiment travaux publics, ils sont clairement dans cette situation où on peut pas rester à 1 mètre de distance les uns des autres. On est forcément en contact les uns avec les autres. Donc, quelles autres mesures de prévention et de protection on peut utiliser pour se protéger? Alors, le port du masque est-il obligatoire? Il va le devenir. Je crois qu'il faut être honnête, vu les dernières déclarations. D'ailleurs, en tant que préventeur en santé au travail, il y a quelques mois, quand ils ont dit le port du masque de chirurgien, c'est inutile, franchement, on faisait des bonds sur notre chaise. Hein. C'est absurde comme message. La réalité, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on protège les autres. Donc, il va le devenir. S'il l'est pas, il va le devenir. C'est difficile à appliquer. Il faudra être rigoureux. Que faire si, en cas de refus de certains collègues de porter le masque, de la pédagogie dans un premier temps, de la pédagogie encore, de la pédagogie toujours. Et puis, à un moment donné, si la pédagogie suffit pas, c'est de la responsabilité de l'employeur de faire appliquer les règles de sécurité, comme un casque de chantier, comme des chaussures de sécurité. Donc, le disciplinaire aura aussi sa place face à des gens qui mettent en danger les autres parce qu'ils n'appliquent pas ce type de mesures-là. On est vraiment, en plus, on est vraiment dans un acte. C'est pas protéger que ma santé, c'est protéger la santé des autres. Voilà. Donc voilà la réponse à cette question. C'est de la pédagogie beaucoup et malheureusement pour les quelques pourcents de personnes qui ne veulent rien comprendre, du disciplinaire. J'essaie de répondre aux questions. Alors. Et je pense qu'il y avait un aspect qui était très intéressant et qui, je pense, peut intéresser pas mal de CSE. En tout cas, c'est des questions qui nous ont été posées, nous, fréquemment. C'est sur la façon de se répartir un peu les différents sujets entre élus. Parce que, comme tu le disais, il y a énormément de choses et tout le monde ne peut pas tout faire. Est-ce qu'il y a un peu des bonnes pratiques, les principaux sujets sur lesquels les élus doivent se spécialiser? Donc, on a parlé de la sécurité, de l'hygiène ou on va dire des mesures
il y a ça. Est-ce qu'il y a d'autres aspects clés sur lesquels vous pouvez leur recommander de se spécialiser? L'organisation du travail, comment on organise les équipes. Alors, Julie l'avait dit en introduction, on le redit, hein, peut-être d'ailleurs vous savez peut-être très bien puisque vous êtes sur le terrain, mais il y a des gens qui sont encore en train de travailler dans les entreprises, sur le terrain. Tout le monde n'est pas chez soi au chômage ou en télétravail. Il y a encore beaucoup de gens qui sont sur le terrain. Et donc, comment on organise le travail, par exemple, d'un chauffeur-livreur qui va aller de moi, bah voilà, je vous disais, j'avais une panne d'internet, donc j'ai le réparateur des CFR qui est venu. Il a bien fallu qu'il vienne chez moi réparer mon internet. Comment on organise sa journée? Est-ce qu'il a du temps pour préparer son chantier? Est-ce que il a les moyens de protection individuelle? Alors c'était génial. Il avait un masque de protection, il avait des gants. Alors je sais pas si vous avez suivi les débats, mais on vous recommande pas tellement de porter des gants parce que finalement, les gants vont être souillés. Vous allez vous souiller vous-même avec vos gants. Donc, il vaut mieux se laver les mains très fréquemment que de mettre des gants. C'était super. Il avait pas d'échelle pour aller à 5 mètres de haut réparer mon fil et il avait pas de harnais pour s'attacher et il était tout seul. Il avait pas de nacelle. Enfin, franchement, il avait son masque de chirurgien et il avait rien en matière de prévention pour faire son chantier. Donc, les problématiques de santé et de sécurité au travail existent toujours. C'est pas parce qu'il y a le Covid que la seule mesure, c'est le gel hydroalcoolique et le masque. Donc, pour répondre à la question, il faut qu'il y ait des gens qui se spécialisent sur les mesures d'hygiène, de prévention, de gestes barrières, parce que ça nécessite bien les comprendre. Ça peut être parfois un peu subtil. Ça nécessite aussi qu'il y en ait certains qui restent focalisés sur les autres problèmes d'hygiène et de sécurité. Avec Julie, on se faisait la remarque que cette semaine, moi j'ai été au bureau, j'ai été tout seul toute la journée, donc j'ai été en situation de travail isolé. Donc voilà, le fait qu'il y ait beaucoup moins de monde dans les entreprises fait que le peu de personnes qui y vont peuvent se retrouver tout seuls pendant très longtemps. Donc comment ils alertent s'ils ont un moindre problème? Est-ce qu'on sait qu'ils sont tout seuls dans l'entreprise? Donc les questions d'hygiène et de sécurité habituelles et d'organisation du travail. On peut aussi se spécialiser sur tout ce qui touche à le maintien de la relation entre les gens. On a dit que c'était un des éléments hyper importants dans cette période d'isolement potentiel des gens. Comment on utilise les réseaux sociaux, comment on utilise les appels, est-ce que l'entreprise a bien prévu que les managers fassent un tour de leurs équipes régulièrement, comment on fait entre les gens qui sont en télétravail et qui sont donc joignables, on va dire à peu près normalement, et les gens qui sont en chômage partiel et qui ne sont donc pas au travail, mais qu'il faut quand même continuer de tenir au courant. Est-ce qu'on met en place des systèmes d'intranet, d'extranet, des pages web sur lesquelles on peut communiquer? Donc voilà, je dirais qu'il y a des thématiques comme ça. Comment garder de l'information et du contact avec les gens qui est une thématique. Comment organiser le travail et les conditions d'hygiène et de sécurité habituelles qui sont aussi bouleversées. Et comment s'occuper du Covid. Alors, je réponds tout simplement sur la question de la désinfection aussi, bien sûr, générale. Hein. Je pense qu'il n'y a pas une entreprise qui pourra passer outre du sujet de la désinfection et du nettoyage des locaux. Voilà. Et autre point aussi, je pensais pour ce qui est de la spécialisation. Alors, nous, on a beaucoup utilisé les sujets de santé au travail, mais on voit bien qu'il y a plein de questions sur le juridique et le social. Donc là aussi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit peut-être plus à l'aise sur les textes parce que vous ne pourrez pas tout connaître et maîtriser. Donc, sur notamment les questions que c'est Céline, je crois, qui a soulevé plusieurs fois sur les congés ou sur la question de la prime. On est bien sur des sujets un peu plus sociaux. Et là, faut connaître un peu toutes les ordonnances qui sont tombées en la matière et puis la base, la convention collective, etc. Donc là, c'est un vrai travail. Et là aussi, il faut une spécialisation. Alors, au niveau de notre presse, pour y revenir rapidement, je pense qu'on a déjà abordé tout à l'heure effectivement le DGI comme étant une possibilité, effectivement, si on repère qu'il n'y a pas possibilité de dialoguer, qu'on est dans une impasse et que l'employeur ne veut pas réunir le CSE pour parler de tout ça, ou même quand ça n'a pas été prévu, effectivement, on est alerté par un salarié, parfois il faut faire office du DGI pour pouvoir permettre plus facilement aux salariés d'utiliser son droit de retrait. C'est toujours mieux d'utiliser le DGI et le droit de retrait, pas que le droit de retrait tout seul qui peut parfois mettre un peu le salarié en difficulté. Voilà, et puis bien sûr, soyez toujours près du terrain, même s'il y a cette distance. En tout cas, essayez d'identifier où en sont les salariés dans leur travail, dans leur activité, qui est au travail et dans quelles conditions, pour ne pas passer à côté d'un sujet fort, ou en tout cas organiser au moins la communication avec les salariés pour qu'ils puissent vous alerter de situations dangereuses. Voilà.
Je rebondis juste sur le droit de retrait qui est associé au danger grave et imminent. Ouais. Le droit de retrait, c'est la possibilité pour un salarié de refuser d'effectuer certaines tâches qu'il estime être apporter un risque grave, c'est-à-dire mourir ou une blessure grave, dans un délai qui peut être rapide. Donc là, le Covid-19 quelque part répond à cette situation de danger grave et imminent, puisque la maladie peut être extrêmement grave voire mortelle. Et on peut l'attraper à tout instant. Donc le droit de retrait peut s'exercer. Et d'ailleurs certains l'exercent sans aucun problème. Attention quand même, on est quand même sur quelque chose qui va durer longtemps, pour lequel ce qu'on voudrait pas, c'est que vous vous retrouviez dans des situations où vous vous êtes mis en droit de retrait et ça devient impossible de reprendre le travail parce qu'on ne sait pas vraiment pourquoi, de façon très concrète, on s'y est mis, quels étaient les dangers très concrets, qu'est-ce qui dans la situation fait que vous étiez vraiment en danger grave et imminent, parce que si ça c'est pas clair, nous on l'a déjà vécu avec Julie sur une intervention pas liée au Covid mais sur autre chose, où les salariés et leurs élus n'arrivaient pas à déterminer si on pouvait reprendre le travail. Et donc, pendant pratiquement 2 mois, on s'est retrouvé avec un droit de retrait massif de plusieurs dizaines de salariés et un niveau de tension qui est monté de toute façon, du coup, les premiers jours, ça allait, la direction comprenait. Mais quand au bout de 4 semaines, vous avez encore plus de 60 personnes qui sont en droit de retrait et que l'entreprise peut plus fonctionner, ça pose des problèmes économiques, ça pose des problèmes sociaux. Donc, si vous faites un droit de retrait, si vous êtes en situation de danger grave et imminent, je le conteste pas, mais soyez très concret sur vos attentes en termes de mesures de prévention. C'est-à-dire que pour pouvoir reprendre le travail, qu'est-ce que vous auriez besoin de façon très concrète pour sortir du droit de retrait? Je complète aussi là-dessus parce que je suis en train de répondre. Il y a aussi la question de la formation et de l'information sur les risques auxquels on est exposé. On peut aussi estimer être en danger grave et imminent si d'un seul coup on nous demande de faire une tâche nouvelle, de manipuler des produits dangereux et puis finalement on ne sait pas comment les utiliser. Voilà. Donc ça peut être effectivement aussi un cas très concret de nouvelles situations de travail que vous allez peut-être découvrir parce qu'il va falloir mettre en place des choses par rapport à la gestion du Covid. Alors, on était passé sur la dernière partie de la présentation. On a glissé doucement sur cette présentation. On est dans effectivement le futur. Alors évidemment, il n'y a pas un avant-après. Enfin, c'est pas aussi cloisonné. On voit déjà qu'on commence à être dans une certaine montée en puissance des activités. Il y a quand même des gens qui ont repris le travail, qui avaient arrêté pendant un moment. Donc il faut réguler sur les risques en permanence. Mais à un moment donné, le déconfinement va vraiment constituer une étape clé parce qu'on va avoir une reprise soit de l'activité parce qu'on la maîtrise ou aussi une évolution du contexte. Si on reçoit des clients, si on reçoit des usagers, là, il va y avoir un flux à gérer qui sera nouveau et l'organisation qui a été en place pendant la continuité des activités ne suffira pas, ne correspondra pas. Il y aura de nouveaux risques. Donc c'était évident que il faut se préparer à ce plan. Et là, on est bien dans un cas de consultation parce que là, on le sait de toute façon qu'il y aura un déconfinement. L'employeur peut s'y préparer. Ce n'est pas parce qu'il y a une zone d'incertitude qu'il ne peut pas s'y préparer. Alors, donc, on a effectivement identifié que ça sera peut-être par étapes, c'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément une reprise de l'activité en mettant on-off. On n'appuiera probablement pas sur l'interrupteur et tout reprendra comme avant. Donc, on aura probablement des restrictions réglementaires, des restrictions de circulation, peut-être une poursuite du chômage partiel. Tout ça fera qu'on sera encore sur des modes dégradés qui vont être longs, qui vont perdurer. Et il faudra toujours réguler sur les risques professionnels en permanence. Donc, l'organisation qui a été mise en place dans la continuité dans la phase un peu temporaire, faut la maintenir au niveau du vigilance du CSE de toute façon, pour que le CSE soit toujours sur un haut niveau de vigilance. Et par contre, là où il faut qu'il se prépare, c'est qu'il va devoir être présent dans la durée. Donc, il faut aussi apprendre à s'organiser, s'économiser, parce que sinon, il y aura effectivement, même pour les membres du CSE, un risque de pas tenir sur la distance, tout simplement. Alors, quand tu parles, vas-y, continue, parce que je suis en train de faire une réponse dans la partie question.
Ok, alors il y a effectivement nécessité un peu d'être proactif parce que l'employeur va pas toujours venir vous chercher sur ces sujets ou va peut-être en minimiser les impacts. C'est-à-dire que vous risquez d'avoir des mesures qui sont peut-être une redescente des gestes barrières sans réfléchir à la façon dont ces gestes barrières peuvent être applicables ou pas, etc. Vous devez aussi identifier que cette période-là, ça ne sera pas qu'une reconfiguration des espaces physiques de travail, pas qu'une reconfiguration du temps de travail. On va avoir des problématiques psychosociales majeures, notamment une peur de la contamination, ça c'est très clair. On voit déjà que c'est source de tension dans les collectifs, même aujourd'hui déjà, et qu'il y a parfois des réflexes assez irrationnels. Donc, l'aspect psychosocial est très, très important, c'est-à-dire que moins la confiance est présente dans l'entreprise et plus on risque d'avoir des crises de cet ordre-là. Donc, je pense que les entreprises et les directions ont tout intérêt à se rapprocher des CSE pour que ça se passe dans un climat le plus confiant possible. Donc, s'il y a des situations de défiance, il y aura une crise psychosociale derrière, c'est évident. Voilà. Donc, la sécurité socio-économique, la perte de repères organisationnels, ça fait partie des risques psychosociaux que les salariés et forcément que les CSE vont devoir gérer. Donc, le CSE, effectivement, est toujours au cœur de la prévention parce que il faut préparer ce déconfinement. Un point important qui est majeur, et j'ai oublié de le dire, vous savez que l'employeur a une obligation d'évaluation des risques. Cette obligation d'évaluation des risques, elle est permanente. Et en l'occurrence, il y a aussi une obligation de prévention. Donc, de ne pas mettre en place une organisation qui génère des risques sans y réfléchir, sans les analyser et sans essayer de mettre en place les mesures pour limiter ces risques. On est aussi sur un sujet qui est particulièrement sensible au niveau santé au travail. Donc, la médecine du travail doit être associée le plus en amont possible, ne serait-ce que dans l'usage des EPI, c'est le minimum, mais probablement dans plein d'autres situations où la médecine du travail sera un acteur clé et certainement très facilitant pour expliquer, pour informer sur ce risque particulier qui est un risque émergent. C'est un peu nouveau, il y a encore beaucoup de questions et vous voyez bien même qu'au niveau de la science, on n'a pas encore arrêté la maîtrise de ce sujet-là, donc encore moins dans l'entreprise. Voilà, donc on doit imaginer qu'effectivement, cette planification de la prévention et son organisation, elle est essentielle dans cette période de plan de reprise d'activité. Tout à l'heure, on parlait de spécialisation. Je vois Alex qui nous dit penser au DUR, au document unique d'évaluation des risques. Oui, effectivement, il faut probablement qu'il y ait parmi les membres du CSE un ou deux qui soient en liaison continue sur les questions de mise à jour du document unique. En fait, toutes les décisions qui sont prises au regard d'une évaluation des risques doit être tracée quelque part dans le document unique pour savoir pourquoi finalement on n'a pas pu respecter la distanciation sociale, mais en contrepartie de ça, on a mis en place des équipements de protection individuelle sur blouse, masque, écran facial, gants, pause plus régulière pour pouvoir se laver les mains, pour pouvoir se reposer, etc. Enfin, donc il y a tout ce qui est de l'ordre de je ne peux pas respecter la distanciation sociale, donc je vais avoir des EPI supplémentaires et d'une organisation du travail adaptée. Ça, il faut que ce soit dans le document unique. Et là, on est complètement dans la compétence du CSE. Est-ce que les réunions doivent avoir lieu une fois tous les 15 jours, 3 semaines? Ça va trop vite. Je pense qu'il faut vraiment essayer d'avoir une certaine souplesse entre des réunions, on va dire, extraordinaires, planifiées, peut-être une fois de temps en temps, mais au quotidien, avoir des échanges avec l'employeur, les préventeurs, si vous avez la chance d'en avoir, le sein du travail, s'il peut intervenir, mais des échanges réguliers qui sont tracés dans le document unique. Ouais, ça me paraît vraiment une des clés du suivi de la prévention. Alors, je réponds en direct sur un point aussi, c'est la question des moyens, et c'est vrai que j'en ai pas parlé. On voit bien que la charge est importante pour le CSE, mais forcément, on se pose la question des moyens dont on dispose pour faire face à cette charge. On a donc le quota d'heures habituel, mais vous avez ici une situation exceptionnelle. La situation exceptionnelle permet d'ores et déjà d'utiliser toutes les heures qui n'ont pas été prises avant, et puis même ponctuellement
d'avoir une majoration jusqu'à au minimum 50% de son temps habituel. Et je pense que c'est des situations où on peut négocier avec l'employeur. Dans tous les cas, vous pouvez aussi mutualiser les heures bon, il y a des règles spécifiques de communication, etc. Mais vous pouvez mutualiser les heures entre membres du CSE. Et autre point qui, pour moi aussi, est quand même un peu bizarre, c'est que on a eu des membres du CSE qui sont retrouvés en activité partielle comme n'importe quel salarié, entre guillemets. Alors peut-être que ça peut donner l'impression d'une forme d'équité, de traitement, etc., de ne pas être des gens qui sont de par le mandat protégés et du coup avoir une certaine forme de comment dire, de gratification. Non, c'est des bêtises. On a des besoins urgents, importants. Les membres des RH, côté direction, ils ne vont pas être en chômage partiel en ce moment. Ça me paraît invraisemblable. Donc, pour moi, les membres du CSE ne peuvent pas être en chômage partiel. Ou alors vraiment très, très peu, quoi. Enfin, ils doivent être, au contraire, extrêmement tournés vers leur mission et avec des moyens particuliers. Voilà. Peut-être avant de passer rapidement donc à la fin de la présentation, à la conclusion, parce que je vois le temps qui file, j'invite les participants à aller sur l'onglet sondage pour y participer. Comme ça, on pourra vous envoyer un peu une infographie des différents résultats. Donc voilà, donc n'hésitez pas à participer au sondage dans le 3e onglet à droite de Livestorm. Et je rends le micro à Laurent et Julie. Alors, Laurent répond sur la ventilation et je le remercie vivement parce que c'est pas mon truc. Moi, je vais plutôt m'attacher à la question de la consultation. Donc, pardon, je reviens un coup. Effectivement, le document unique, on en a parlé, c'est très important. Donc ça, si ce n'est pas un outil de travail habituel, c'est vraiment l'occasion de le mettre sur la table. Voilà, bon, ça peut être un peu rébarbatif, mais en tout cas, l'évaluation des risques, c'est le sujet du moment. Juste une remarque, parce qu'il y avait une question sur la diffusion du virus par les systèmes de climatisation ou de ventilation, de question d'Olivier. J'ai répondu rapidement dedans. Aujourd'hui, les informations scientifiques qu'on avait sur le sujet, mais qui commencent à dater un petit peu, il faudra être quand même vigilant qu'il n'y ait pas des... C'est un virus, on en découvre tous les jours. Donc, ce qui était vrai il y a 15 jours, je pense qu'il faut le suivre. Ce virus-là, en fait, il se transmet par un contact rapproché au travers, comme vous l'avez vu, soit d'un contact direct, soit de gouttelettes qui peuvent le contenir. Ces gouttelettes-là, quand elles se déposent sur une ventilation ou sur une climatisation, elles se diffusent pas dans l'air. Donc, il y a à notre connaissance aujourd'hui pas de transmission par les systèmes de ventilation et de climatisation. Un exemple par rapport à ça, c'est que dans les hôpitaux où on traite les patients, on n'est pas rentré dans un système de traitement dans des locaux traités spécialement pour ça. Pour traiter des patients, par exemple, de certaines maladies, on va les mettre dans des pièces en dépression. Ça veut dire que la pression à l'intérieur de la pièce est moins importante qu'à l'extérieur, qui fait que l'air ne peut que rentrer dedans et ne peut pas en sortir. On ne fait pas ça aujourd'hui dans les hôpitaux sur le Covid. C'est qu'on pense qu'il n'y a pas de transmission par les systèmes de ventilation et de climatisation. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation particulière pour le nettoyage, l'arrêt, etc. Il n'y a pas de diffusion à notre connaissance aujourd'hui par ce vecteur-là. Sinon, dans les hôpitaux, vous seriez dans une situation très différente. Ce serait comme dans des laboratoires un peu particuliers, on mettrait toutes les chambres en dépression de manière à ce que aucune particule puisse sortir de la pièce. Ok, alors moi je propose de conclure sur la question effectivement de ce plan de reprise d'activité. C'était effectivement la finalité de la présentation. Donc effectivement, à une échelle différente, les entreprises vont rencontrer les mêmes difficultés que le gouvernement, mais certainement avec une impossibilité de se satisfaire uniquement des consignes du gouvernement. Il va falloir les retravailler en fonction de l'organisation de l'entreprise. On va malheureusement devoir se positionner avec encore une zone d'incertitude très importante. Donc, c'est sûr que les consultations qui sont nécessaires et indispensables, ça ne pourra pas être un blanc-seing. On ne pourra pas dire c'est bon, je vous donne mon avis et vous pouvez y aller, tout va bien se passer. Non, c'est pas ça. Il va falloir à la fois réguler en permanence et probablement avoir une forme de commission de suivi. Voilà, donc on ne pourra pas avoir juste un rappel des gestes barrières.
Donc, on peut supposer que la consultation ou en tout cas le suivi en CSE ou une commission ad hoc qui puisse être créée, soit effectivement s'écoule dans le temps et soit dans la durée. Donc, bon, pour le coup, au niveau du PRA, vous pouvez effectivement avoir recours à un expert pour analyser le projet qui est proposé par la direction. Et après, vous pourrez aussi vous faire assister dans la durée si vous en identifiez la nécessité. Voilà, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de travail et puis il y a aussi la technique, l'organisationnel, du social. Donc, il y a pas mal de sujets qui nécessiteront peut-être d'avoir un peu d'aide. Alors, on a fini pour la phrase, mais je jette un œil aux questions. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on a laissés en plan? J'ai l'impression qu'on a couvert la majeure partie des questions. Comme je le mettais dans le chat, si vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie questions et nous, on y répondra par écrit. On vous transmettra ça après le webinaire. On vous transmettra également la présentation, enfin le support visuel et les réponses au sondage. Comme ça, vous aurez un peu un petit package et un récapitulatif, on va dire, du webinaire. Donc, voilà. Je vous invite à poser les dernières questions si vous en avez, à répondre au sondage pour ceux qui l'ont pas encore fait. Et tout ça viendra vous alimenter et vous sera transmis prochainement. Est-ce qu'il reste peut-être quelques petits points pour conclure, Laurent et Julie, ou est-ce qu'on a couvert tous les aspects clés que vous vouliez aborder? Alors, on a dû oublier des choses, mais bon. Après, on est joignable évidemment s'il y a des questions qui se posent, surtout de méthode et de voilà. Je pense qu'on est plutôt là pour aussi aider à s'organiser et puis peut-être apporter des éclairages techniques si besoin. Mais je pense qu'on a essayé de couvrir à peu près tout. On est très branchés santé au travail, vous l'aurez compris. Mais bon, je pense quand même que le CSE, pour le coup, il doit vraiment intégrer ça comme sa première vocation en ce moment. Je pense que ça parlera à tout le monde. Voilà. Donc, ouais. Moi, juste pour aussi conclure rapidement, mais préparez-vous à vous installer dans la durée, en fait. Sachez aussi souffler un petit peu, récupérer, passer à autre chose, prendre aussi un petit peu de bon temps parce que ça va durer longtemps. Moi, beaucoup de mes clients travaillent dans le tourisme et dans le loisir. Autant vous dire que ça va être très, très long. Tous mes clients ont stoppé leurs activités, ne les reprendront pas tout de suite. On a accès à de l'information, je dirais parfois un peu en avance sur ce qui se prépare. Il se prépare qu'il n'y a pas grand-chose qui va rouvrir tout de suite sur les métiers du tourisme et du loisir. Là, il y a des discussions dans l'hôtellerie-restauration. Je pense que ça va durer. J'entendais hier qu'au niveau des JO au Japon, ils sont même pas certains que l'année prochaine, au mois de juillet, ils soient capables de faire les JO, même en les retardant d'1 an. Donc, comme disait Julie, sur le plan de reprise d'activité, il va falloir pouvoir accompagner ça pendant un certain temps. Tout ce que vous êtes en train de mettre en œuvre va petit à petit devenir des nouvelles habitudes. Mais pensez aussi à récupérer et à souffler. Pensez à vous. Merci beaucoup, Laurent et Julie. Merci pour votre expertise, pour tous ces conseils, les réponses aux questions. Et donc, au nom de tous les participants, vraiment merci, c'est super intéressant. Moi, je vous invite tous, les participants, à aller sur le blog Lito, où vous verrez, il y a des réponses qui seront partagées. Il y aura des articles et notamment les questions que vous pourrez retrouver. Et je vous donne rendez-vous qui aura lieu, si je ne me trompe pas, le 7 mai, avec un focus bien précis sur la reprise. Comment l'anticiper et voilà, le sujet qu'on a abordé ici et qui fera l'office, je pense, d'un webinaire complet compte tenu des questions qu'on a. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de semaine et on se retrouve prochainement pour d'autres webinaires et d'autres contenus. Bonne journée. Merci, très bonne journée. Portez-vous bien. Merci.